Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Et on commence avec le bus de l'emploi qui était de retour aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Un bus qui va une fois par mois à la rencontre des demandeurs d'emploi et des salariés pour les mettre en relation avec des entreprises qui recrutent. Ce mois-ci, ce sont donc les métiers du transport et de la logistique qui sont au cœur de l'événement. Plusieurs entreprises et centres de formation étaient donc présents. L'objectif pour eux, convaincre un maximum de candidats. Cela fait plusieurs années que le secteur du transport est sous tension et qu'il peine à recruter. On a 10 recruteurs, donc ça va de transporteurs qui sont plutôt sur les métiers du transport, marchandises, etc. On a de la livraison petits colis avec uniquement un permis B. Et puis on a aussi du transport de personnes avec Sauvetour, etc. Donc, et puis on a 4 centres de formation aussi. L'idée étant que les personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas forcément encore tous les atouts en main pour travailler dans ces métiers-là, puissent repartir avec les infos et éventuellement un rendez-vous pour se lancer, en tout cas valider un projet, aller creuser un projet dans ces métiers-là. Ça y est, la campagne du second tour débute. Hier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est rendu à La Roche-sur-Yon. Lors d'une réunion publique, le ministre de la Justice a rappelé les différences entre son candidat, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, notamment sur les questions européennes et d'immigration. J'ai envie de vivre dans l'Europe, parce que l'Europe nous a apporté beaucoup de choses. Vous voyez la petite déambulation que nous venons de faire, on a rencontré des commerçants, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ont été protégés, ils l'ont été grâce à l'Europe. Et c'est tout ça que je viendrai dire ce soir. Et plutôt que d'avoir ces hurlements, je les entends, je préférais qu'ils viennent nous voir et qu'ils débattent. Et qu'ils me disent, mais vous avez tort, ou vous avez raison, mais que nous ayons ce débat. Parce que l'heure est venue, voyez-vous, dans une démocratie, l'heure est venue pour moi de rendre des comptes. C'est bien normal. Puis l'heure est venue également de parler du projet qui est le nôtre. Et c'est projet contre projet, programme contre programme. Voilà. Les vacances continuent et si vous êtes à court d'idées sorties pour vos enfants ces prochains jours, voici quelques idées. Dans la matinale de TV Vendée ce matin, nous accueillons Michel Hérault, président du Sud Vendée Tourisme. Il nous donne quelques pistes pour découvrir le patrimoine naturel du sud du département. Écoutez. La particularité de ce Sud-Vendée, de ce territoire, c'est qu'il est multiple. Quand on a créé la signature marketing il y a quelques années de Sud-Vendée Tourisme, on est arrivé à la formule tellement unique et on n'a pas eu de peine, tous le comité qui travaillait là-dessus, à mettre un S à unique, tellement notre territoire est divers. Il va de la côte, de la Tranche-sur-Mer, la Faute, l'Aiguillon, enfin l'Aiguillon l'a prescrit maintenant, jusqu'à la Châtaigneraie, Menon-Blé, c'est-à-dire de la côte avec toutes les activités nautiques, sportives ou de loisirs, en passant par le Marais, les sites patrimoniaux principaux, essentiels que peuvent être Luçon et Fontenay-le-Comte, mais aussi toutes les balades, les activités sportives dans le massif de Mervan et Vouvant, et tout ce que l'on peut trouver et découvrir en faisant le tour des canaux et en longeant les canaux, soit en vélo à côté ou soit en barque sur les canaux du Marais Poitevin. Les vacances, une période où les centres d'accueil et de loisirs sont aussi très sollicités, mais ce sont des secteurs qui peinent à recruter. Faute d'avoir suffisamment de personnes dans les formations BAFA, les centres d'accueil et de loisirs n'ont donc pas assez de candidats. Si les stages se remplissent à mesure que l'épidémie freine, ils sont encore trop peu pour satisfaire les besoins des établissements. Les explications de Colline Davy. Il respire ici comme un air de colonie de vacances. 18 jeunes passent leur BAFA pour devenir animateurs et la Vendée a besoin d'eux. Le plein emploi fait qu'aujourd'hui, nos accueils périscolaires notamment et les accueils des mercredis et des petites vacances ont besoin de plus d'animateurs. On a quand même, on va dire, une petite inquiétude parce qu'aujourd'hui, les directeurs de nos associations ont commencé à recruter et on a moins de candidatures. Temps partiel, travail en horaire décalé et manque de valorisation, l'animation peine à recruter. C'est des métiers qui, en termes de contraintes, sont pas facilitants pour, on va dire, pour donner aux jeunes l'envie parfois de se former. C'est un métier qui aujourd'hui a besoin de se professionnaliser, qui a besoin d'être plus reconnu. Ce manque de reconnaissance n'empêche pas quelques passionnés de se lancer. On ne peut pas être touché, qu'on soit dans ce but ou dans l'autre là-bas. C'est le cas d'Axel,
Ce stagiaire termine actuellement sa première formation sur les 3 nécessaires pour obtenir le BAFA. On ne fait pas ce métier pour que ce soit l'argent ou quoi que ce soit, vraiment on fait ça parce que c'est notre passion, on a vraiment envie d'aider les jeunes et puis d'animer, c'est vraiment un plaisir avant tout. Si le Covid a freiné quelques ardeurs les 2 dernières années, les places commencent à retrouver preneur et pour ce formateur, il était temps. On sent que les formations regonflent un petit peu au niveau du nombre de stagiaires. Là par exemple on en a refusé quelques-uns parce que la structure ne s'y prêtait pas. On sent que c'est un regain vers l'animation et c'est bien. Il en manque cruellement. Toutes les structures, on voit en ce moment on recrute des stagiaires, même des stagiaires et des confirmés, des diplômés BAFA. Oui. Le nombre de BAFA délivrés retrouve son niveau d'avant-crise sanitaire. Au niveau national, c'est pourtant 20% de moins qu'en 2011. Ouvrons une page sport à présent. Au Sable d'Olonne, le nouvel IMOCA d'Arnaud Boissière vient d'être mis à l'eau. Son mât a également été installé, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il est maintenant visible sur les pontons du Vendée Globe. Un bateau qui vient de passer 3 mois à être révisé, expertisé, modifié et surtout, ses couleurs ont été changées puisque cet IMOCA n'est autre que celui de Samantha Davis d'Initiative Cœur lors du dernier Vendée Globe. Une fois le bateau remis à neuf, c'est maintenant au skipper de se préparer. L'objectif, le Vendée Globe 2024, son 5e tour du monde en solitaire. J'ai déjà navigué pas mal avec, mais on n'a jamais assez navigué. Là, l'avantage, c'est qu'on va vite se mettre en configuration course, puisqu'on a une course le 8 mai qui part de Brest. Donc rapidement, si tout va bien, dans 10 jours, je partirai un petit peu en solitaire pour pouvoir m'éprouver par rapport au bateau. Le bateau est éprouvé, moins, donc c'est à moi maintenant. Le chantier du bateau est fini, maintenant c'est mon chantier à moi, à naviguer pour être performant. Un mot du mondial football de Montaigu. Hier, le premier match du challenge féminin opposait les Néerlandaises aux Norvégiennes. Si la première mi-temps a tourné en faveur de la Norvège, les Pays-Bas ont remonté la pente en seconde partie de match. Score final 2-2. Du côté du tournoi masculin, le prochain match, c'est ce soir. La France sera opposée à la Belgique, 2 équipes qui ont perdu leur premier match. Une rencontre très attendue par l'entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique, présent sur le plateau de 85 chrono. Regardez. On a rencontré la France un tournoi au Val-de-Marne, je pense c'est septembre ou octobre si je ne m'abuse, donc il y a quelques mois. Je pense que ce qu'on attend surtout c'est la réaction de nos joueurs par rapport à la première rencontre et aussi on est venu avec 20 joueurs donc on veut voir un ensemble de joueurs. Donc les joueurs qui n'ont pas vraiment débuté contre l'Argentine auront l'occasion de se montrer contre la France et pouvoir aussi prendre de l'expérience. Maintenant par rapport à la France, je pense que le coach français, quand j'ai vu un peu la sélection passée, ils sont aussi en train de regarder à voir un petit peu sur toute la France, à faire des tests avec aussi des nouveaux joueurs qui viennent d'autres régions. Donc je crois qu'on s'attend à un bon match, ça va être un très bon match, comme toujours, Belgique-France. Et on espère qu'il y aura du spectacle, du monde et voilà, passer un très bon moment et pouvoir permettre aux personnes présentes de voir quelque chose de très joli. Et retrouvez l'intégralité de l'émission 85 chrono, tournée au stade Maxime de Bossy ce soir sur notre antenne à partir de 18h50 ou sinon sur notre site internet tvvendée.fr. Aurélien Huard reçoit également sur place Julien Fradet, entraîneur de la sélection de Vendée, et Michel Allemand, président du mondial de Montaigu. Toujours en sport, ces 2 derniers jours, la ville des Herbiers accueillait au sein de la piscine intercommunale les championnats de France militaires de natation. 71 nageurs issus des 3 armées étaient réunis, parmi eux notamment Hugues Dubosc, triple médaillé olympique. Il y a quelques échanges, on raconte des anecdotes, il y en a pas mal qui me disent qu'ils m'avaient en poster dans leur chambre, donc ça met un petit coup de vieux, mais en même temps c'est plutôt agréable, c'est plutôt flatteur, donc voilà, c'est un peu un échange culturel, un échange entre passionnés et ça nous permet de faire continuer un peu la flamme de la natation au sein de l'armée. Il arrive que certaines années, il y ait des championnats du monde qui soient organisés et ces compétitions-là servent de sélection, alors sans être qualificatives au sens qu'on peut l'entendre pour les championnats de France élite, etc. Elles permettent de faire une sélection et de repérer les nageurs qui pourront représenter les armées françaises au plan international.
Partons à la découverte du pays de Riez au siècle de Louis XIII. C'est en tout cas ce que propose le Grand Siècle, un événement organisé sur 6 communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au programme, expositions, concerts, conférences et visites guidées se poursuivront jusqu'en décembre. Un événement qui vient marquer les 400 ans de la victoire de la bataille de l'île de Riez par Louis XIII le 15 avril 1622 pendant les guerres de religion. Lors de cette bataille, puisque vous avez vu que l'exposition s'intitulait Vaincre ou mourir, on a cet épisode du franchissement de la Besse, donc la Besse qui n'existe plus, une rivière qui séparait les îles de Mont et de Riez en 1622, où là le roi de France a pris un risque inouï de franchir cette fameuse Besse à marée basse pour pénétrer dans l'île de Riez, avec derrière, sur l'autre rive, la possibilité de ne plus se replier puisque la marée était montante. Et c'est cet épisode qui a fondé la gloire du roi en 1622. Pour terminer, un peu de culture. Au Sable d'Olonne, samedi, débute la 6e édition de la Rotarienne des Arts. Pendant près de 2 semaines, une 50aine d'artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs œuvres au cœur du prieuré Saint-Nicolas. Initiée par le Rotary Club des Sables d'Olonne, cette exposition-vente est organisée au profit de l'association Soleil Affelt, qui agit auprès des enfants atteints de cancer. 2 objets, c'est d'abord créer un événement culturel avec des artistes professionnels qui ont une bonne cote, qui sont connus. Et puis le deuxième objet, c'est d'associer l'humanitaire. C'est-à-dire que les artistes consentent un rabais sur leurs œuvres, permettant à l'acheteur de faire un don à une association. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain de 7 à 9h. C'est avec Alexandre Debray. Bonne soirée sur TV Vendée.